Geneva and the recording for the session. So, a warm welcome to you from Bienvenue à tous, chaleureusement. Je suis Charlotte Mbou et je suis très heureuse de vous accueillir à cette discussion éclair aujourd'hui, cette séance éclair. Et nous allons entendre Jan Grevendonck, responsable technique au siège de l'OMS à Genève. Et il va nous parler aujourd'hui du cadre de suivi et d'évaluation de l'agenda d'immunisation 2030. Excusez-moi, je vais couper le micro de certaines personnes. Voilà. S'il vous plaît, si vous ne parlez pas, si vous n'avez pas la parole, éteignez votre micro et ne l'ouvrez que lorsqu'on vous demande de parler. Et si vous voulez parler, levez la main et nous serons ravis de vous donner la possibilité de parler. Donc, je vais maintenant poser quelques questions à Yann, mais bien entendu, vous pouvez vous-même poser des questions sur le thème en question. Pour nos francophones, voici comment activer l'interprétation en français. Vous avez l'écran devant vous. Du bouton du monde en bas de votre écran, l'icône interprétation et sélectionnez la langue, le français et coupez l'audio original pour entendre uniquement le français. Donc ça, this is for our francophone. Ça, c'était pour nos collègues francophones qui vont écouter cette séance en français. Et si un francophone pose une question et que vous voulez entendre ce qu'il dit, sa question en anglais, eh bien, cliquez sur interprétation et ensuite sur anglais pour entendre l'interprétation en anglais. Donc, sans attendre, je voudrais accueillir à nouveau notre invité, Yann, qui est donc responsable technique à l'OMS à Genève. Merci beaucoup. Bienvenue à vous, Yann Grevendonck. Vous pouvez vous présenter, puis ensuite nous passerons aux questions. Merci beaucoup, Charlotte. Yann Grevendonck. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là sur le cadre de suivi et d'évaluation. Je vais essayer d'être bref, mais comme Charlotte l'a dit, si vous avez des questions, évidemment, nous serons heureux de peut-être organiser un autre webinaire pour répondre aux questions techniques. Donc, je travaille à l'OMS dans l'équipe immunisation dans l'équipe immunisation et je travaille sur la qualité des données et l'utilisation des données. Peut-être que vous m'avez déjà vu sur l'utilisation des vaccins également, l'utilisation par exemple des données et et la qualité également, les données concernant la qualité. Merci beaucoup, Yann. Ma première question, c'est une question que je demande chaque fois. Nous savons que dans certains pays, beaucoup de personnes travaillent sur cet agenda pour influencer les stratégies nationales d'immunisation. Quand il s'agit de suivi et d'évaluation, qu'est-ce qui est nouveau maintenant de cette AI, cet agenda 2030 et pourquoi est-ce que c'est important? Je pense que la première chose qui est différente, pas seulement forcément dans ce cadre, mais dans l'agenda, c'est de ne laisser personne sur le côté de la route. Et notamment les enfants. Je peux parler des enfants qui ne sont jamais atteints par les programmes de vaccination et ça, c'est mesuré. On appelle ça les enfants qui ont raté la dose de DP1, par exemple. C'est différent d'avant où avant, on se concentrait particulièrement sur la mesure de Penta 3. Et donc ça, c'est un grand changement.
Je pense que ce qui est très différent, c'est l'accent qui est mis sur les améliorations relatives quand on cherche des cibles et qu'on essaie de trouver des cibles atteignables. Avant, on disait que tout le monde devrait avoir une couverture de 90%. Maintenant, on essaie de voir d'où on part et d'améliorer simplement la situation. Par exemple, pour les enfants, eh bien, c'est de réduire les enfants qui n'ont jamais été atteints, été vaccinés avant la fin de la décennie, que les enfants se trouvent. Donc, où que vous vous trouviez, vous aurez toujours des enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Et le défi qui se présente à vous, c'est de les trouver, d'aller les chercher et faire en sorte qu'ils soient vaccinés à vie. Et il y a une autre différence, c'est que dans l'agenda d'immunisation, il y a relativement peu d'indicateurs et de cibles globaux. On se concentre, on s'attend à ce que ce soit les pays qui déterminent les programmes et puis les indicateurs qui vraiment sont pertinents pour eux et qu'ils fixent des objectifs ambitieux. Donc, il semble que si on utilise le cadre de suivi et d'évaluation pour mesurer le progrès et l'impact, oui, peut-être qu'on en reparlera, mais de côté impact, eh bien, on parle de beaucoup de choses, mais surtout au niveau le plus haut, nous pensons que pendant cette décennie, 50 millions de morts pourraient être évités si on peut atteindre les objectifs de cet agenda. Actuellement, il y a 4 millions de personnes d'années qui sont vaccinées contre le papillomavirus humain, qui seront donc immunisés. Et nous pensons que l'immunisation a une potentiel de passer de 4 millions de morts évitées à 6 millions de morts évitées. Et bien sûr, il faut améliorer la couverture, il faut utiliser les vaccins qui sont recommandés et utiles, s'assurer qu'il y ait de moins en moins de flambées, de foyers. Et je pense que ce qu'on va avoir là maintenant, c'est en 2019, il y avait 40 millions d'enfants dans le monde qui n'avaient jamais été vaccinés. Donc, si on arrive à réduire ce nombre à, non, c'était 14 millions, pardon, oui, eh bien, si on arrive à le réduire à 7 millions, et puis si on arrive également à intégrer ces enfants dans tout le calendrier vaccinal avec tous les rappels, eh bien, on aura fait beaucoup de progrès. Et si on utilise tous les vaccins qui sont disponibles, eh bien, je pense qu'on pourra éviter bien des morts, bien des décès. Merci beaucoup, Yann. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, sachez que nous écoutons Yann Grevendonck, responsable technique de l'OMS. Et s'il vous plaît, posez des questions dans la discussion ou levez la main pour poser la question. Concernant, bien sûr, le cadre de suivi et d'évaluation de l'agenda 2030. Yann, ce cadre de suivi d'évaluation semble très complet et comprend plusieurs niveaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases à ceux qui nous écoutent ce qui est le plus important dans ce cadre? C'est un peu difficile comme document, mais il est grand. Il a deux parties importantes. La première partie, sont les priorités stratégiques avec les objectifs. Et ces priorités, c'est ce qu'on veut faire dans les 10 ans à venir. Par exemple, la demande, l'engagement politique ou l'engagement en général et les choses dont nous pensons qu'il est important, l'égalité, la couverture et puis l'engagement à vie. Il y a plusieurs stratégies dans cet agenda et elles ont été décrites. Elles se déclinent en 21 objectifs.
Ça veut dire qu'on peut mesurer si les interventions qu'on fait sont bien et si on peut les améliorer. Et c'est là qu'on peut voir si on fait ce qu'il faut par rapport à ce qui a été convenu à tous les niveaux, nationaux et internationaux, pour passer ensuite au niveau suivant. Donc ça, c'est un groupe d'indicateurs qui sont très importants d'un point de vue stratégique, opérationnel et de planification. La deuxième partie importante, c'est de voir si le travail qu'on fait a un effet. Il y a 7 impacts, pardon, il y a trois impacts et 7 indicateurs. Et il s'agit de mesurer les impacts et l'influence et les résultats de l'agenda d'immunisation au niveau régional, national et international. Donc, nous essayons de réduire le nombre d'enfants qui n'ont reçu aucune dose et essayer de faire en sorte que moins en moins d'enfants ratent un rappel et nous assurer qu'on utilise tous les vaccins qui sont disponibles pour aller jusqu'à ces personnes et puis éviter des décès. Et si on fait cela, eh bien, on sait que les épidémies vont être réduites et puis on atteindra les objectifs d'éradication et des décès peuvent être évités simplement en atteignant ces objectifs de l'agenda d'immunisation. Donc, 4 parties, 3 buts et 7 indicateurs. Merci Yann. Il y a Joseph Ngougi qui veut poser une question. Joseph, je vous invite à allumer votre micro et passer votre question. Commencez par vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Hello. S'il vous plaît, Joseph. Good evening, good Bonsoir, morning, good afternoon. bonjour, Joseph bon Gogi. après-midi. Yeah, I'm Joseph Gogi, Senior Community Officer from Murang'a County. Je m'occupe My d'une question is, communauté I have a euh, little background in au Kenya. monitoring and evaluation. My Je fais une question is about évaluation et ma the question information that we normally have sur les most données of the que nous developing avons, countries. les How données are you going qu'ont les pays les plus développés, to improve les on pays that en voie de so we have développement. Comment est-ce complete qu'on va améliorer ces données, le Thank you. contenu de ces données, la quantité de ces données? Merci beaucoup. C'est une question très importante. C'est évidemment une question dont nous nous préoccupons. On a organisé deux formations et on va continuer à le faire dans les années qui viennent concernant la qualité des données, l'utilisation des données. Vous avez raison, les données ne sont pas forcément seulement incomplètes, elles sont quelquefois imprécises et il y a des estimations qui, par exemple, qui ne sont pas, qui sont pas justes. Souvent, le problème, c'est que les données ne semblent pas vraiment, ne semblent pas correspondre à ce qu'on cherche comme information. Également, il y a beaucoup de données au-delà des données administratives et puis les données des systèmes de gestion de la santé. Il y a des données de surveillance, par exemple. Donc, on veut voir si on peut utiliser toutes les données disponibles pour, euh, appliquer une triangulation pour déduire les bonnes conclusions, par exemple. Et les communautés dans des comtés, dans des régions qui ne sont pas totalement vaccinées ou qui sont hésitants et qui ne sont pas aussi vaccinés que d'autres communautés. Donc, il s'agit de trouver ces personnes et d'essayer de comprendre pourquoi les personnes de ces communautés ne reçoivent pas autant de vaccins que les autres communautés du pays. Donc, il s'agit de mettre au point des interventions ciblées pour améliorer la couverture parmi ces personnes. Et je pense qu'on a beaucoup de données qu'on n'utilise déjà pas et donc on a tendance à se concentrer sur les données officielles qu'on
reçoit tous les mois, et puis on se dit, oh, elles ne sont pas complètes, on ne peut pas les utiliser, mais on peut également utiliser des enquêtes sur les attitudes ou d'autres enquêtes qui sont faites pour savoir pourquoi certaines personnes refusent d'être vaccinées, par exemple. Donc, on peut avoir d'autres sources d'informations à partir d'un certain nombre de services pour avoir toutes les données dont on a besoin pour prendre les bonnes décisions. Je suis d'accord qu'il ne faut pas s'imaginer que tout va bien. Il y a des problèmes concernant les données. C'est un long processus de les améliorer et également de les rendre disponibles à tout le monde. On peut vous faire part de différentes informations qu'on a partagées lors de formations. Nous avons du suivi et de l'évaluation dans le pays et la plupart de ces données ne sont pas utilisées. Je ne sais pas comment l'OMS les utilise. Yann, avant que vous répondiez, cette question est en ligne avec ma question suivante, qui a à voir avec les conseils qu'on peut donner à différentes personnes pour utiliser ce cadre de suivi et d'évaluation. Pourquoi? Je pense que c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on peut aider les gens à utiliser ce cadre de suivi et d'évaluation? Au niveau global, on peut seulement regarder les résultats et puis et éventuellement quelques données qui nous permettent de savoir où on s'est trompé dans l'application de l'agenda. Mais je pense que pour tout pays concerné, ce serait très bien. Vous allez mettre au point votre stratégie d'immunisation nationale, par exemple. Vous allez aussi mettre au point un cadre de suivi et d'évaluation. Et si vous regardez l'annexe des ressources qui ont été envoyées dans le chat, dans la discussion, eh bien, je dirais qu'il faut d'abord regarder les objectifs, les 21 objectifs des stratégies des prioritaires. Il faut voir si il y a des goulots d'étranglement, par exemple. Et pour chacun des objectifs, vous devez décider si vous devez travailler là-dessus et puis bien sûr repérer les bonnes actions et également trouver les meilleurs indicateurs qui fonctionnent pour vous. Et je pense que si vous allez dans les métadonnées, eh bien, il y a des manuels d'options. Nous proposons des indicateurs qu'on peut utiliser pour mesurer ces objectifs de stratégie prioritaire qui ne sont pas forcément dans le cadre général, mais qui peuvent être utiles. Par exemple, si vous pensez que certaines données de formation, par exemple, peuvent être utiles pour vous mesurer l'effet de l'agenda, et bien, utilisez-les. Donc, je dirais, regardez tous les objectifs prioritaires, les objectifs stratégiques, voir s'ils vous conviennent, s'ils vous correspondent, et voyez ce que vous pouvez faire pour les améliorer, et puis trouver les indicateurs qui vous concernent. Et bien sûr, il faudra que vous travaillez encore plus si vous ne les trouvez pas, mais on pourra vous aider. Il faut également voir les résultats que vous voulez atteindre. Souvent, les cibles, par exemple, en termes de couverture, sont souvent très hauts et ne sont pas atteignables dans les pays. Donc, voyez ce que vous pouvez atteindre dans votre pays. Et puis, pensez aux améliorations relatives. N'essayez pas d'obtenir tout de suite à 90% selon le point d'où vous partez. Et également, concernant l'impact, commencez par les enfants qui n'ont reçu aucune dose. Sachez combien il y en a dans votre district, dans votre région, dans votre pays, et combien pensez-vous que vous pouvez intégrer, atteindre par les services d'immunisation d'ici 2030.
Et puis, à ce moment-là, vos objectifs seront fondés sur le travail que vous aurez fait. Merci beaucoup, Yann. Je vois qu'il y a une deuxième personne qui lève la main, Lance. Il nous reste seulement 10 minutes avant la fin de notre Ok, séance. Lance ok, Touré, s'il vous plaît, présentez-vous et donnez-nous d'accord. votre question. Ok, Lance. bonjour, moi c'est Lancé Touré. Bonjour, J'appelle depuis la République de Guinée, Conakry. Et je travaille à l'UNICEF, j'appuie la coordination nationale du programme élargi des vaccinations. Ok, j'ai bien aimé ce thème, mais avec le timing, on aura quelques soucis parce que c'est important. J'ai une question et deux suggestions. Ma première question, ce que vous avez donné est hyper important avec cet objectif 2030 pour dire que chaque pays doit se créer ses objectifs dans son pays, mais pas un objectif global qu'il doit essayer d'atteindre. On n'a pas le même niveau de départ avec d'autres pays. Ça, c'est très important. Mais en Guinée, par exemple, on vient de terminer une réunion CCIA où il y avait tous les partenaires, l'OMS, Gavi, UNICEF et le ministère de la Santé. Il y a eu un problème sur la définition des zéro dose. Que veut dire zéro dose? L'OMS n'a pas la même définition que le pays, le ministère de la Santé en Guinée, qui l'appuie. L'UNICEF n'a pas la même définition que l'OMS et le ministère de la Santé. Et ça, les données, on était perdus dans les données. Alors, ici, je voudrais que vous nous aidiez à définir c'est quoi zéro dose. Parce que certains ont dit zéro dose, c'est un enfant de sa naissance jusqu'à maintenant qui n'a jamais reçu, même BCG qui n'a jamais reçu. L'autre dit non, non, non. Zéro dose, c'est quand l'enfant n'a pas reçu le Penta 3. Alors, les gestionnaires des données n'ont pas les mêmes calculs. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, vous avez parlé pour connaître pourquoi les gens ne viennent pas à la vaccination ou bien pourquoi il y a trop d'abandon. Avec ma petite expérience de 3 ans en République démocratique du Congo, surtout dans le Haut-Katanga où j'ai fait les 27 zones de santé, j'ai constaté un jour, quand j'ai fait des petites enquêtes rapides dans la communauté, dans cette communauté, il y avait la rougeole. Quand je prends par exemple à Kachoboy, il y avait la rougeole. Les enfants, il y avait une épidémie de rougeole. Mais on était en manque de VAR, de vaccins. Pendant ces temps, c'est ce que la population demande, il y a des décès, mais nous, on vient avec les vaccins polio. On fait les campagnes polio. On vient avec les véhicules polio. La population dit, mais écoutez, polio n'a jamais tué quelqu'un dans notre communauté ici. Mais rougeole a tué hier 3 enfants. On demande les vaccins au centre de santé, il n'y a pas de vaccin. Alors, on ne prend pas vos vaccins et on ne vient pas nous vacciner. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, j'allais revenir à la situation en Guinée, mais ça, c'est la première question et l'autre, c'était une remarque. Merci. OK, merci. Yann? Merci, très pertinent. I'm going to speak English. Je vais parler anglais pour que ce soit plus facile pour l'interprétation. C'est une très bonne question. La première est vitale. C'est quoi un enfant zéro dose? Ça a commencé par un objectif stratégique de Gavi. On voit que notre problème, c'est pas tellement les enfants qui abandonnent, parce que ça, on arrive à le contrôler, à le maîtriser, mais le problème, c'est les enfants qui ne sont jamais atteints par l'immunisation, et ce sont les mêmes qui également n'ont pas accès à d'autres services de santé, quelquefois l'éducation, etc., la nutrition. Et donc, il s'agit de communautés marginalisées, hein. On les appelle comme on veut. Et je pense que on pourrait parler de communautés non desservies. Nous voulons proposer un indicateur qui mesure le mieux l'existence de grands groupes de population qui n'ont jamais été inoculés. Donc, les définitions opérationnelles, c'est le manque de pentavoine ou de DTP1. On ne voulait pas inclure le BCG parce que souvent, il est administré par un autre système que le système public. Mais nous pensons que les enfants qui n'ont jamais reçu DTP ou le Penta du tout
ne sont pas susceptibles de recevoir d'autres doses. Il y a également les enfants qui reçoivent la vaccination contre la rougeole et la polio lors d'une campagne, parce que nous pensons qu'il est important d'atteindre tous les enfants lors des routines de vaccination et pas seulement par les campagnes. Donc, l'indicateur de zéro dose, c'est un indicateur pour mesurer ce qu'on a fait. Le but, c'est que tout le monde soit vacciné. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, sur la zéro dose. Et la zéro dose, l'idée, ce n'est pas de donner une dose à des enfants qui n'en avaient pas reçu. Le but, c'est de les immuniser complètement pour toute leur vie, pas seulement pour la rougeole ou la polio, par exemple. Il faut simplifier la définition dans le cadre du suivi d'évaluation. On a défini les enfants zéro dose par ceux qui n'avaient jamais reçu le Penta 1. Mais l'intervention ne doit pas forcément se baser sur le Penta 1, mais sur le fait d'atteindre tout le monde et de les immuniser pour toute leur vie. C'est un peu difficile. J'ai quelques diapos que dont je peux vous faire part aussi, si vous voulez. Continue, Yann. Il y a des suggestions sur les taux d'abandon. C'est un gros problème, surtout dans les pays avec un mauvais système de santé, comme par exemple la République centrafricaine ou la République du Congo. Et ces pays ont un taux d'abandon très important. Il faut se demander pourquoi et comment on peut arrêter cela. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que l'approche verticale où on arrive avec la polio ou la rougeole, au lieu de penser globalement de quoi une population a besoin, ne va pas nous mener très loin. C'est pourquoi c'est très bien d'avoir une intégration. Je crois qu'on a dépassé le temps, donc bientôt on n'aura plus de temps. Donc, ma dernière question à vous, Yann. Il est difficile de parler de l'agenda sans regarder ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire la pandémie et le vaccin contre le Covid. On a vu que beaucoup de choses peuvent changer dans le monde en très peu de temps. Donc, est-ce qu'il y a de la marge pour améliorer le cadre de suivi et d'évaluation avant la fin de la décennie? Quels sont les facteurs qui vont permettre ce changement? Dans notre agenda, on utilise ce qu'on appelle les agendas d'apprentissage, où on dit donc on veut améliorer ceci, mais on ne sait pas comment encore, on n'a pas encore toutes les données pour voir d'où partir et quelle peut être la cible. Par exemple, il peut être l'accès au vaccin, la demande. Ce sont des agendas d'apprentissage. On est ouvert, on a l'esprit ouvert concernant le changement dans l'agenda. Et on pense que ce qui est le plus important, ce sont les objectifs d'impact, réduire le nombre d'enfants zéro dose. Je pense que si on rate ça et d'autres choses, eh bien, à cause du Covid, eh bien, il faut se demander pourquoi on a fait ce qu'on a fait. Je voudrais dire que, évidemment, le Covid a eu un impact négatif. En 2020, on a vu qu'il y avait de plus en plus d'enfants zéro dose, que la couverture avait baissé, que presque pas de vaccin était introduit. Nous savions que le Covid allait nous retarder. Et même la vaccination contre le Covid va nous retarder puisque cette vaccination prend les ressources, utilise des ressources des systèmes de santé au détriment d'autres campagnes d'immunisation. Et le Covid ne va pas disparaître d'un seul coup. Et donc, peut-être qu'on peut utiliser les ressources du Covid pour améliorer l'agenda de la vaccination. On peut changer de rôle, on peut changer de priorité, mais je pense qu'il faut répondre à ça et se demander
on voit qu'il y a un engagement des gouvernements à travailler sur la vaccination contre le Covid. Est-ce qu'on peut utiliser ce même investissement pour les autres vaccins? Il faut être souple. Il faut être ouvert au changement de stratégie au fil du temps dans cette décennie. Merci beaucoup, Yann. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Le temps est écoulé, donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous en prie, voici le lien pour les ressources et vous pourrez en apprendre plus. Et il faut que je dise qu'il y a également d'autres séances éclairs et très bientôt, dans un quart d'heure, en fait, le suivant va commencer. Il concernera le genre et la santé. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, je vous en prie. Nous aimerions également avoir vos commentaires sur cette séance éclair. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qu'on fait? Je vais donc vous communiquer ces liens dans la discussion. Donc, dites-nous ce que vous pensez. Donc, gardez les yeux ouverts pour savoir quand se passera la prochaine séance éclair. Merci beaucoup, Yann, et merci d'avoir été là. Est-ce que je pourrais dire rapidement, concernant les commentaires, si vos d'autres suggestions, eh bien, vous pouvez utiliser et vous avez d'autres questions, utilisez ce lien et j'essaierai de revenir vers vous. Merci, Yann. Merci, au revoir.